Donc, ce dont je voudrais vous parler, c'est d'abord le savoir et l'implication des patients, qui est quand même le corollaire à la décision partagée. Donc, en premier, en fait, c'est les alcooliques anonymes aux États-Unis qui sont rassemblés pour faire des groupes de soutien. Et puis ensuite, avec l'avènement du VIH, ça a complètement changé la donne. Les personnes qui vivent avec des maladies chroniques ou à risque se sont organisées, ont milité. Et au final, en fait, on acquiert des connaissances scientifiques. Et puis après est arrivée cette grande chose qui est Internet. Alors j'aime beaucoup cette petite affiche, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a écrit « On doit repenser notre stratégie d'espérer qu'Internet fasse juste partir ». Donc Internet est quand même très important pour les personnes vivant avec la maladie chronique, puisqu'on y trouve des communautés de patients en ligne, on y trouve des sites Internet, des associations, on y trouve aussi des informations scientifiques, elles ne sont pas accessibles à tous, elles ne sont pas encore insuffisamment vulgarisées. Et en fait, Internet, ça nous permet de partager notre savoir expérientiel, donc de vie avec la maladie. Et quand il est situé dans une communauté, en fait, ça devient un savoir situé. Je vous invite à aller plus loin, à lire les travaux notamment d'Olivia Gross, du LEPS. Mais Internet aide beaucoup pour les malades chroniques, permet aussi de chercher des informations quand on a une maladie aiguë, mais a quand même moins d'apport, puisqu'on y trouve quand même plus d'informations invérifiables. Alors aujourd'hui, il existe le concept de démocratie en santé et la participation des associations représentant les usagers de plus en plus dans le système de santé, même si nous avons des difficultés de moyens souvent, et pour être entendus. On est aussi de plus en plus impliqué dans la recherche, on co-construit la recherche, il y a quelque chose qui s'appelle la recherche communautaire en fait, qui est vraiment très très intéressant et c'est utilisé beaucoup dans le VIH pour apprendre plus sur la vie avec la maladie chronique. Et il y a le sujet qui est vraiment un sujet qui prend de l'ampleur et on s'en félicite, qui est la qualité de vie. Et Internet, en fait, aujourd'hui, permet de plus en plus à être ensemble, à revendiquer les maladies chroniques créant 80% des handicaps invisibles deviennent visibles avec les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes malades qui créent des vidéos sur YouTube, qui discutent sur Twitter. On note aussi les professionnels de santé. On crée aussi des pétitions. Mais aussi, Internet regorge de thèses conspirationnistes. Il y a tous ces aspects médecine complémentaire avec énormément de sites Internet qui font de la pub pour la vente de produits en ligne dont on ne connaît pas en fait, la validité scientifique de ce qu'ils disent. Il y a aussi des thèses comme le crudivorisme, en fait, avec des vidéos sur YouTube qui ont énormément de succès, donc il faudrait manger cru pour soigner toutes ces maladies. Il y a un contexte de méfiance, voilà, on peut parler notamment de l'affaire du lévothyrox, pour moi, en fait, et puis pour les malades, il y a vraiment une nécessité de dialogue sur le sujet Internet, sur les informations que trouvent les personnes. Il faut que le tabou du surf sur Internet cesse, mais je reconnais que le contexte est difficile. Et j'ai mis une photo du site Internet santé.fr, le SPIS, le service public d'information en santé, qui a été créé par la loi de Marisol Touraine en 2016 et qui est encore peu reconnu et qui devrait prendre de l'ampleur, notamment en hébergeant le contenu des associations de patients. Alors pour introduire un peu plus le sujet sur un cas pratique sur ce qu'est la décision partagée, en fait avec Mathieu, on vous propose de visionner une petite vidéo. Et après, Mathieu, tu présentes peut-être les intervenants juste après la vidéo, ok. Bonjour Anne Fleury. Bonjour. Je suis docteur Joanne Blais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ben, je pense bien que mon petit garçon, c'est une otite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, il y a un rhume, puis il y a le nez qui coule, puis il tousse un peu depuis une semaine. Mais hier soir, là, il se plaignait vraiment d'avoir mal aux oreilles, puis il a vraiment pas bien dormi. Pauvre petit, il se réveillait en pleurant, il se donnait les oreilles, surtout l'oreille gauche. OK. Puis,
Je pensais qu'il faisait pas mal de température, mais je ne l'ai pas pris, mais j'ai donné quand même de l'acétaminophène, puis ça a eu l'air d'y faire du bien. Je comprends, ça peut être inquiétant. Comment vous le trouvez aujourd'hui? Bon, il n'est pas trop en grande forme, là. Je pense peut-être qu'il fait encore un peu de fièvre. Puis, est-ce qu'une de ses oreilles a coulé? Non. Puis, est-ce que c'est un enfant qui a déjà fait des otites avant? Non, non, c'est la première fois. OK. Mais sa grande sœur, Maya, elle en faisait presque tout le temps, là. OK. Puis, est-ce qu'il a déjà pris des antibiotiques avant? Oui, une fois, quand il était bébé, il en a déjà pris, parce qu'il avait fait une grosse fièvre, puis il avait été hospitalisé parce que les médecins pensaient qu'il faisait une infection urinaire. OK. Mais c'est la seule fois là, qu'il n'a eu. Puis, il n'y a pas d'allergie à quoi que ce soit? Non, pas ce que je sache, là. OK. Est-ce que c'est un enfant qui va à la garderie? Non, c'est ma belle-mère là, qui le garde à la maison. OK. Bon, mais si vous voulez bien, on va regarder ça. Ah, OK. Viens avec moi, on va regarder ça. Viens ici, mon bonhomme. Bon, bien, Charlie a effectivement une otite moyenne aiguë à son oreille gauche. Je pensais bien que ça pouvait être ça. Mais il va falloir des antibiotiques. Pas nécessairement. Ah bon? Vous savez, on a deux options. Soit qu'on le traite d'emblée, comme on faisait beaucoup auparavant, ou soit qu'on attende quelques jours pour voir l'évolution des symptômes. Et je vous explique par un dessin que j'aime bien. Vous voyez, ici, vous avez deux options. Que Charlie prenne un antibiotique ou encore qu'il n'en prenne pas et qu'on attende pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Si on regarde ici l'image de gauche, si 100 enfants comme Charlie prennent des antibiotiques, il y en a 70 d'entre eux qui vont avoir moins mal aux oreilles 2 à 3 jours après que je les ai vus au bureau. Il y en a 30 qui, malheureusement, vont continuer à avoir mal aux oreilles pendant un petit peu plus longtemps. Si, par contre, dans l'image de droite, je prends les mêmes 100 enfants comme Charlie et que je leur donne à tous des antibiotiques, il y en a seulement 10 de plus qui vont vraiment bénéficier de l'antibiotique, c'est-à-dire qui vont être soulagés un petit peu plus rapidement. J'en ai 20 autres qui, eux, malheureusement, ne seront pas plus soulagés rapidement, même s'ils prennent des antibiotiques. Donc, ce qu'on constate finalement, c'est que les antibiotiques permettent peut-être de soulager un petit peu plus rapidement, disons, quelques heures peut-être plus rapidement sur 2-3 jours. Ce qui fait que c'est pas beaucoup. Si on regarde dans l'image qui suit ici, maintenant, sur les mêmes 100 enfants qui ont pris des antibiotiques, j'en ai 5 ici en brun qui vont avoir des effets secondaires dus à l'antibiotique, soit des maux de ventre, de la diarrhée ou encore des réactions allergiques. Le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas vous dire si Charlie va tomber dans le groupe des 10 qui bénéficient de l'antibiotique ou s'il va tomber dans le groupe des 5 qui vont avoir des effets secondaires ou sinon, il va être dans tous les autres qui vont avoir pris l'antibiotique finalement pour rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Bien, avec les petits bonhommes, je vous suis bien. Ce que je comprends, en fait, c'est que ça ne veut pas dire que les antibiotiques vont aider Charlie. Il y a presque autant de chances qu'il y ait de la diarrhée. Ce que je trouve bizarre, par exemple, c'est que Maya, elle, sa sœur, avait l'air de se porter mieux quand elle en prenait des antibiotiques. Je vois que ce n'est pas un choix facile pour vous. Est-ce que dans les choses que je vous ai dites jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent plus importants que d'autres? Ben, c'est bon ce que vous me demandez là, parce que en réalité, ça me fait réfléchir. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas vraiment portée sur les médicaments, en général, parce que j'aime pas les effets secondaires que ça peut donner. Puis c'est vrai aussi, j'ai vu à la télévision qui en parlait que les problèmes que ça pouvait causer la prise d'antibiotiques. Tout à fait. Ben, si vous me dites que je peux attendre là, avant qu'on y en donne des antibiotiques, je pense que ça va être le meilleur choix pour Charlie. Parce que dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas l'exposer à des antibiotiques qui n'auraient pas de besoin. Je comprends bien votre point de vue et ce qui est important pour vous. Oui, parce que je veux vraiment pas qu'il souffle. Là. Et je vous comprends très bien. Et qu'on lui donne des antibiotiques ou non, ce qu'on peut faire, c'est que vous lui donniez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène pour soulager la douleur, parce que c'est ce que vous aviez fait effectivement, puis ça avait déjà fonctionné un tout petit peu. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inquiètent? Non, ça me rassure. Je vois pas mal plus clair, là. OK. Donc après cette petite vidéo qui présente de manière assez concrète et assez claire les différents éléments de la procédure de prise de décision partagée, je vous propose d'accueillir nos 4 intervenants. Emmanuel Lefebvre, bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Saint-Ouen-de-Tauberville, dans l'Eure, et professeur associé à l'UFR Santé de Rouen. Catherine Cerizet, bonjour. Bonjour.
Vous êtes ancienne patiente, blogueuse et administratrice de Repas de la France, qui est un site qui concerne la lutte contre le cancer du sein. Une association. Madame Joëlle André-Vert, bonjour. Vous êtes chargée de projet à la Haute Autorité de Santé et vous avez coordonné en 2013 la rédaction d'un document sur la prise de décision partagée. Et David Simon, bonjour également. Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit de la santé. Et je vous propose de commencer dès maintenant avec Emmanuel Lefebvre, qui va nous expliquer un petit peu son parcours, la manière dont il pratique la prise de décision partagée dans son quotidien.